Aujourd'hui, il faut que je vous avoue quelque chose. Quand j'ai commencé à fabriquer mes tout premiers savons à la maison, alors ça c'était bien avant de démarrer mon aventure en professionnel, hein, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, et ben je dois vous avouer que j'ai vraiment joué à l'apprenti sorcier. En fait, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Faut dire que quand on commence à fabriquer ces savons, et là je pense que aucun savonnier qui soit amateur ou professionnel me contredira, on réalise vite que le terrain de jeu, il est tout simplement immense. En gros, on a à sa disposition plein d'huiles, de gras végétaux, etc., des gras solides. Bref, on a une boîte à outils inimaginable entre nos mains. Et très clairement, moi, je me faisais un bonheur de prendre tout ce que je pouvais, de faire un peu n'importe quoi, etc. Et de saponifier tout ça. Alors, bien sûr, toujours avec mes petits calculateurs, etc. Mais en attendant, je me souciais pas trop des résultats que ça allait donner, hein. Je faisais un petit peu avec ce que j'avais dans mes placards. Et puis, j'inventais des formules complètement abracadabrantes. Et puis vous savez quoi? Eh ben, au final, je réalise que j'obtenais bien du savon. Parce que là pour le coup c'est les lois de la chimie. Quand on met un corps gras, quel qu'il soit, au contact de la soude caustique, eh ben ça saponifie. Et peu importe ce corps gras, etc. et son origine. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est absolument génial. Ça veut dire qu'on peut faire des savons avec n'importe quoi. Dans l'absolu, oui. Mais dans l'absolu aussi, non, puisque au final, vous n'allez pas obtenir des très bons savons. Et moi, les premiers savons que j'obtenais, donc avec, je vous dis, hein, j'ai vraiment fait n'importe quoi, hein. J'ai mélangé des huiles qui n'avaient pas à être mélangées ensemble. J'ai utilisé par exemple des huiles très fragiles en les mettant en majorité par exemple dans des savons, etc. Bref, j'obtenais certes du savon, mais alors du savon qui n'était pas du tout à la hauteur. C'était du savon, on va être clair, qui mettait des plombes à sécher. Ça me prenait 3 mois, 4 mois avant d'avoir un savon dur, j'avais du mal à le démouler, etc. C'était des savons qui s'usaient super vite, genre vous avez votre pain de savon, et au bout de 4 jours, vous êtes déjà à la moitié alors que vous avez pris 4 douches avec, vous voyez. Donc vraiment une cata. Et pire, c'était des savons qui rancissaient super vite. Alors il faut savoir que les savons peuvent rancir, hein. Il y a des corps gras dedans, non saponifiés. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que dans les savonnettes type savonnette du commerce ou encore dans le savon de Marseille, on laisse pas de gras à l'intérieur. C'est justement pour qu'il n'y ait pas ce risque de rancissement. Dans un savon artisanal sur gras, on a encore du gras à l'intérieur. Et ce gras, si on a mal calibré notre recette, ce gras, il peut rancir. Et c'est pour ça que c'est important de bien finalement avoir une recette équilibrée. Sinon, on se retrouve avec, par exemple, beaucoup de savon. Parce que quand on commence à fabriquer ces savons chez soi, en fait, on se retrouve très vite un peu débordé par tous ces savons. Alors, on en offre, on fait ce qu'on peut, mais au final, on a beaucoup de savons. Au final, on gaspille aussi beaucoup de savons parce que ces savons, ils rancissent et ils sont plus forcément utilisables. Et je me suis vite rendu compte que ouais, j'étais super enthousiaste, effectivement, mais que ce bel enthousiasme, il me conduisait qu'à une seule chose, c'était du gaspillage, et que le gaspillage, je vous le rappelle, ça va complètement à l'encontre de mes valeurs de frugalité. Comme je rappelle toujours, lorsque j'ai pu par exemple animer des ateliers ou quand par exemple je donne des conseils sur des groupes Facebook, etc., ou quand j'accompagne des personnes qui me demandent des conseils personnalisés pour la fabrication de leurs savons, si on fabrique nos savons, c'est aussi et surtout dans une logique de réduction des déchets. Et pas seulement parce que c'est fun. Alors oui, c'est super drôle de fabriquer du savon, mais il faut aussi bien comprendre que derrière cet acte de fabriquer les choses soi-même, il y a aussi une forme d'acte politique, hein, de se dire, je reprends les rênes un petit peu des choses et j'apprends à fabriquer les choses avec mes propres mains. Et
je le rappelle parce que c'est un élément important, quand j'en ai pas envie, ça peut arriver, j'ai pas envie de fabriquer quelque chose, et ben dans ces cas-là, je fais l'effort d'aller vers des artisans qui, eux, savent fabriquer des produits d'excellente qualité. Donc, si on veut respecter cette logique, il faut que les savons qu'on fabrique, eh ben, ils puissent se conserver dans le temps, c'est-à-dire plusieurs années et pas seulement quelques semaines. Un savon, si au bout d'un an, votre savon il est plein de taches de rancissement, etc., ça veut dire que votre savon il est raté. Et très souvent, de toute façon, un savon raté, on le voit très très vite. Moi, je vois, par exemple, chez certaines personnes que j'ai pu accompagner qui m'ont montré des savons, quand un savon, au bout de 2 ou 3 mois, il est encore mou quand on appuie dessus, etc. Qu'il soit d'ailleurs au chaudron ou qu'il soit en saponification à froid, c'est qu'à un moment, il y a un problème dans le savon. C'est qu'il y a eu trop d'eau, c'est que... Et de toute façon, au final, le savon aura un problème. Et ça, qu'on le veuille ou non. Et là, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui me diront, mais non, j'ai des savons... qui ont mis des mois à curer et puis qui maintenant sont extraordinaires. Franchement, pour en avoir testé beaucoup, je reste très ancré là-dedans dans mes convictions. Un bon savon, sauf certaines exceptions comme le savon de Castille qui lui mérite des cures un petit peu plus longues parce qu'on est sur des savons 100% huile. Et là, je reviendrai, hein, je referai un épisode sur le savon de Castille. Mais mis à part lui, très clairement, si votre savon il n'est pas au bout de 8 semaines suffisamment dur pour être utilisé, c'est que en l'occurrence il y a un problème. Et puis il faut qu'aussi votre savon il se bonifie au fil des années. C'est un deuxième impératif. C'est un peu comme le vin, le savon. Vous voyez, un bon savon, plus il vieillit, plus il se bonifie. C'est-à-dire que plus il va faire de la mousse, etc. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, utiliser... oui, en ce moment, j'utilise des savons que j'ai fabriqués il y a à peu près 3 ou 4 ans. C'est super agréable parce que c'est des savons qui produisent une mousse très différente, qui ont une texture sur la peau aussi très différente, et ils se sont vraiment bonifiés, un petit peu comme le vin. Donc pour ça, si vous voulez arriver à atteindre ces objectifs, il n'y a pas de secret, c'est vraiment une question de formulation. Et il vous faut vraiment avoir des formules de base qui vous permettront d'obtenir des savons de qualité. Alors il y a plein de recettes extraordinaires et très complexes. D'ailleurs, c'est souvent des recettes extraordinaires et très complexes qui sont dérivées de ces formules de base. Mais très clairement, ce n'est pas l'objectif de cet épisode. Les formules extraordinaires et très complexes, on pourra y revenir ultérieurement. Mais je pense qu'avant de démarrer, avant de se lancer dans des trucs de fou, alors très clairement, vous allez me dire, bah ouais, mais quand je regarde des vidéos YouTube avec des super marbrages, etc., que je vois des savonnières américaines ou etc., qui font des choses sublimes, moi aussi j'ai envie de faire la même chose. Bah oui, mais on a tous envie de faire la même chose. Moi aussi, à un moment, j'ai eu envie de faire la même chose. Mais il faut avant tout savoir maîtriser les bases. Et maîtriser les bases, c'est maîtriser des recettes de base. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 recettes de base qui vont vous permettre, avec 2 ou 3 huiles, grand maximum, d'obtenir des savons d'excellente qualité. Pour être très franc avec vous, ces 3 recettes de base, excusez-moi, c'est vraiment des recettes de base que je continue aujourd'hui à utiliser dans mes fabrications de savons. Donc c'est des recettes que j'aime, qui vraiment me plaisent. Et très clairement, le savon par exemple que j'utilise en ce moment dans ma salle de bain, c'est un savon qui est fabriqué à partir de la toute première recette là que je vais vous donner. Donc un savon avec 2 huiles et que j'aime vraiment énormément. Donc ces recettes de base, c'est des recettes que vous allez pouvoir tout à fait décliner à l'infini. Après, libre à vous, une fois que vous les maîtriserez bien, que vous maîtriserez leur comportement, que vous maîtriserez aussi, par exemple, des éléments comme la trace, ce genre de choses. Les difficultés aussi que vous allez avoir à le parfumer, ça on y reviendra aussi, c'est un autre sujet. Si je commence à partir dans le sujet des parfums et de la manière de parfumer son savon, cet épisode va durer 3 heures et là on va éviter.
Mais une fois que vous aurez bien maîtrisé en tout cas ces 3 recettes, vous allez vous rendre compte que finalement les recettes qui vous semblent extraordinaires, eh ben finalement elles sont pas si compliquées que ça et que vous allez beaucoup plus facilement réussir à les appréhender. Aujourd'hui, lorsque je regarde sur les groupes Facebook, très clairement, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de savonniers amateurs, c'est tout simplement la maîtrise des techniques de base. Ces 3 recettes de base, elles vont vraiment vous permettre de progresser et elles vont vraiment vous permettre de pouvoir avancer dans votre maîtrise de la savonnerie artisanale. Donc voilà, je vais vous donner maintenant les 3 recettes de base pour fabriquer votre savon à la maison. Comme vous allez voir, ces 3 recettes, elles contiennent uniquement des huiles que vous allez pouvoir trouver très facilement dans votre supermarché préféré. Alors, personnellement, moi, je vous invite à aller choisir bio, parce que je vois pas l'intérêt de fabriquer de son savon si c'est pour choisir des gras de qualité merdique. Alors là aussi, c'est un avis très personnel et très tranché. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc, je peux comprendre hein, le côté économique, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à saisir le fait qu'on puisse fabriquer des savons maison, donc avec un objectif certes de réduction des coûts, mais aussi d'avoir des savons de meilleure qualité pour la peau, etc. Avec des huiles qui sont fabriquées, elles, n'importe comment. Donc oui, je comprends quand je vois par exemple des gens qui disent oh là là, j'ai acheté par exemple 5 litres d'huile super pas chère dans telle enseigne de hard discount, etc. Mais c'est de l'huile de mauvaise qualité. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais une huile, une fois qu'elle est saponifiée, ça reste du savon. Oui, mais votre savon aura pas la même qualité au final. Alors oui, ça va être peut-être très imperceptible, mais moi je vous invite vraiment, parce qu'on est aussi dans un objectif, comme je l'ai dit, de réduction des déchets, mais aussi en fabriquant nos produits, on a un rôle politique. Ça veut dire qu'on a un engagement vis-à-vis de ce qu'on a envie de consommer. Je vous invite vraiment à choisir vos huiles bio. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Je ne suis pas là pour jouer les papas la vertu, mais en attendant, ça me semble être essentiel. Oui, vous allez payer vos huiles un tout petit peu plus cher, mais vous allez vite aussi vous rendre compte que ça reste quand même très économique par rapport au fait de si vous achetiez tous vos produits plutôt que de les fabriquer vous-même. Donc ces 3 recettes, elles nécessitent pour être mises en œuvre de bien connaître par contre les techniques de saponification à froid ou de saponification à chaud, à savoir saponification au chaudron. Si vous voulez en savoir plus sur ces techniques de saponification à froid et de saponification au chaudron, je vous invite à regarder le descriptif de cet épisode. Je vais vous mettre des liens qui vous permettront de commencer à appréhender ces techniques-là. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui, en fait, découvrent la saponification. Donc, la première recette, c'est ce qu'on appelle le savon bi-huile. Alors, c'est certainement une recette, la recette la plus simple, mais qui va vous permettre d'obtenir un savon d'excellente qualité. Comme je vous disais, hein, c'est aujourd'hui une de mes formules préférées. Et aujourd'hui, le savon que j'utilise là en ce moment dans ma salle de bain, c'est typiquement cette recette-là. Composition, 70% huile d'olive, 30% huile de coco. Après, à vous bien sûr hein, de voir la quantité que vous avez envie de faire. Donc je vous laisserai ensuite calculer la quantité de soude, etc. nécessaire avec votre calculateur préféré. Là, je vous donne juste les proportions en huile dans cet épisode. Si vous avez envie que je vous fasse un épisode sur la soude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La soude est un vaste sujet et je pense que ça va être important aussi que je vous fasse un épisode sur ce sujet-là. Seul défaut de cette formule, que moi j'aime beaucoup, c'est que le savon que vous allez obtenir, il va avoir une très jolie couleur crème. Alors vous allez me dire, mais c'est pas un défaut. Mais le problème, c'est que c'est absolument pas pratique si on décide de colorer son savon. Alors là aussi, il y a des personnes qui aiment colorer leur savon, hein, parce qu'elles ont envie justement de pouvoir faire des choses incroyables avec leur savon. Moi-même, j'aime bien de temps en temps colorer un peu mon savon, j'avoue.
On va utiliser par exemple ce qu'on appelle des micas, ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'avec cette formule, les couleurs, elles vont virer. Vous savez, c'est un peu comme quand on mélangeait, vous savez, quand on était petit, de la gouache. Et ben, quand on avait mélangé par exemple du bleu avec du jaune même léger, et ben, bam, on obtenait du vert. Et ben là, c'est exactement la même chose. Votre bleu, et ben, il va virer au vert, votre rose, il va virer un petit peu à l'orangé, etc. Heureusement, et ben, pour remédier à ça, et ben, on a une deuxième recette qui, elle, est super bien aussi. Et ben, c'est le savon bi-huile blanc. Et ici, pour obtenir notre savon bi-huile blanc, eh ben, on va tout simplement remplacer l'huile d'olive par de l'huile de tournesol oléique. Alors, je vous en ai déjà parlé, de cette huile de tournesol oléique. Je vous en ai déjà parlé, alors pas dans le dernier épisode, c'était dans l'épisode 10 du podcast. Donc attention, il ne faut pas confondre cette huile avec l'huile de tournesol conventionnelle, celle qu'on va utiliser plutôt par exemple pour l'assaisonnement, ce genre de choses, qui elle est plutôt fragile et elle est très sujette au rancissement. En gros, votre huile de tournesol conventionnelle, si vous l'utilisez en savonnerie, au-delà de 20%, vous avez de grandes chances à ce que votre huile, elle rancisse. Là, on est sur une huile de tournesol, alors qui n'est pas trafiquée, elle est simplement fabriquée à partir d'une autre variété de tournesol. Sa particularité, c'est qu'elle est très riche en acide oléique. Et elle est quasiment aussi riche en acide oléique que l'huile d'olive. Et c'est ce qui fait, en fait, que cette huile, eh ben, elle a des vertus très similaires à l'huile d'olive. Pour la trouver, en gros, vous pouvez la trouver très facilement en magasin biologique. Sous l'appellation huile de friture, bien sûr 100% tournesol, vous avez plusieurs variétés, mais vous avez le 100% tournesol oléique, donc il faut bien regarder la composition, et on la trouve vraiment avec l'appellation huile de friture. Donc il faut bien vérifier cette composition sur l'étiquette, sachant qu'il y a certaines huiles effectivement qui n'ont pas cette mention tournesol oléique, mais qui en sont. Dans ces cas-là, il faut aller regarder la composition, etc. Mais par contre, dans les huiles biologiques, puisque c'est ça que moi je vous recommande d'utiliser, et là-dessus, je reste un grand partisan des produits de qualité. Tant qu'à vouloir faire des produits de qualité, comme j'ai dit, on va jusqu'au bout. Excusez-moi, je suis un peu psychorigide sur la question, mais c'est vrai que j'ai vu tellement de choses totalement abracadabrantes que j'aime bien rester un peu fidèle, campé dans mes positions. Bref, sur les huiles en fait que vous trouverez dans les magasins biologiques, vous aurez toujours cette mention 100% par exemple huile de tournesol oléique. Donc ici on va avoir exactement la même composition, à savoir 70% d'huile de tournesol en oléique et 30% d'huile de noix de coco. Et cette recette, ce qui est vachement bien, c'est qu'on va avoir un savon super blanc. Et là, idéal, vous allez pouvoir le colorer exactement de la manière dont vous le souhaitez. Cette recette, moi je la trouve super bien parce qu'elle me permet de faire plein de choses. Moi j'utilise par exemple pour faire par exemple ce qu'on appelle du soap dough. Alors le soap dough, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la pâte à modeler en savon. Et très clairement, c'est une recette que je trouve super parce que déjà j'ai une pâte à modeler qui est extra, qui dure bien dans le temps, qui reste très malléable. Et en même temps que je peux colorer exactement comme je veux. C'est une recette aussi que j'utilise pour faire de la chantilly en savon. Vous savez, vous avez dû revoir ça si vous vous intéressez au savon, même si vous n'en avez jamais fait de la chantilly. Vous avez dû voir ça par exemple sur des chaînes YouTube. On peut faire de la chantilly en savon et c'est des très très belles décos. Très clairement, moi, c'est une recette que j'utilise. Ça m'évite d'utiliser, par exemple, des choses un petit peu cracra, comme du dioxyde de titane, ce genre de choses, où en plus, on va pas avoir un très beau résultat visuel. Très clairement, cette recette, elle me permet d'avoir un joli blanc sans avoir recours à ce type, justement, de produit. Donc vraiment, cette recette, le savon bi-huile blanc, c'est une excellente alternative pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir des savons très jolis et très colorés.
Alors pour la recette du numéro 3, moi j'avais envie de vous proposer d'avoir de la douceur supplémentaire dans votre savon. Et donc je vais vous proposer de faire un savon tout doux. Alors les deux premières recettes, attention, hein, elles sont vraiment top. Euh, Elles sont super simples et comme je vous ai dit, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Mais on a encore envie peut-être d'avoir un savon encore plus doux, encore plus nourrissant pour la peau, etc. Et pour ça, on va ajouter un beurre végétal qui va donner à notre savon des propriétés nourrissantes encore plus importantes. Alors personnellement, il y a deux beurres végétaux que j'aime beaucoup et que vous allez vraiment pouvoir utiliser dans cette recette, c'est le beurre de karité et le beurre de mangue. Alors attention, le beurre de karité, moi j'utilise plutôt en saponification à froid et le beurre de mangue, je vais plutôt le préférer pour la saponification à chaud. Et dans ces cas-là, je vais l'utiliser uniquement en surgras. Pourquoi? Tout simplement parce que le beurre de mangue, c'est un beurre que je trouve un petit peu plus précieux, etc., que le beurre de karité. Et que j'aime bien, en fait, non saponifié. Donc, c'est pour ça que je vais préférer plutôt le beurre de mangue en saponification à chaud et le beurre de karité en saponification à froid. Donc, ces beurres, je vais les ajouter à hauteur de 10 à 20% de la recette. Vous constaterez que j'ai pas choisi ici le beurre de cacao, que j'aime aussi beaucoup, hein, en demeurant. Il a des super propriétés, le beurre de cacao, mais il est particulièrement intéressant pour apporter de la dureté dans des formules qui sont peut-être un petit peu plus complexes. Donc le beurre de cacao, je ne vais pas forcément le garder pour son côté nourrissant, etc. Je vais plutôt le garder pour amener de la dureté. Et je vais plutôt préférer ces beurres-là, comme donc le karité ou le beurre de mangue. Je vais vous proposer donc deux compositions. Une première composition qui va être 60% huile d'olive ou huile de tournesol oléique. Donc, vous voyez, on commence à aborder des recettes un petit peu plus complexes avec des variantes. 30% d'huile de noix de coco et 10% de beurre de karité ou de beurre de mangue. Composition numéro 2, donc encore plus douce. 50% d'huile d'olive ou d'huile de tournesol en oléique. 30% d'huile de noix de coco et 20% de beurre de karité ou de beurre de mangue. Certaines personnes m'ont aussi fait la remarque que sur mes recettes, peut-être que la teneur en huile de noix de coco pouvait être trop importante. Effectivement, moi j'ai pris l'habitude d'avoir des recettes avec 30% d'huile de noix de coco. Jamais eu de problème vis-à-vis de ça, etc. Mais certaines personnes préfèrent réduire cette quantité d'huile de noix de coco. Alors vous pouvez sans problème réduire cette quantité d'huile de noix de coco, c'est-à-dire la baisser à 20%. Par exemple, dans ces cas-là, n'hésitez pas à monter de 10% la quantité d'huile liquide, pas forcément la quantité de beurre, hein, mais la quantité d'huile liquide pour justement rééquilibrer la recette. Là, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez bien défini votre proportion en huile, n'oubliez pas de passer votre recette dans un calculateur en fonction bien sûr du niveau de surgras que vous souhaitez, en fonction de la quantité d'huile aussi que vous allez saponifier, pour avoir au final la quantité d'eau et de soude que vous allez utiliser pour saponifier ces huiles et fabriquer votre savon. Si vous avez des questions en tout cas sur ces trois recettes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur vos plateformes de podcast préférées ou encore directement sur mon blog, lescheminsdelafrugalité.com. Cet épisode des Chemins de la Frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée et puis surtout à lui mettre des petites étoiles parce que c'est important pour moi pour parvenir à mieux le référencer. Sinon, mon podcast il va rester invisible, donc c'est un bon moyen de lui permettre d'être accessible au plus grand nombre. Et puis, bien entendu, si ce podcast vous a plu, vous pouvez aussi le partager, histoire de le faire découvrir à vos proches et aux personnes qui, comme vous ou comme moi, sont attirées par un mode de vie beaucoup plus frugal.
En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Chemins de la frugalité. Au revoir.